On se retrouve sur BFM2 pour un nouveau direct. Aujourd'hui est portée à l'Assemblée nationale une loi sur le narcotrafic, une loi qui a été adoptée à l'unanimité début février par le Sénat. Aujourd'hui et pour une semaine donc, elle va être au centre des débats de l'Assemblée nationale. Certains points sont critiqués notamment par des avocats pénalistes, par certains députés et par des associations de défense de liberté publique. Et pour en parler avec nous, nous sommes avec maître Clarisse Serre, avocat pénaliste. Bonjour maître. Bonjour. Merci d'avoir répondu, à notre invitation. Alors c'est un texte qui vise à renforcer les mesures de lutte contre, le narcotrafic, le trafic de drogue, avec notamment un durcissement des régimes de détention. Est-ce qu'on peut parler d'une loi qui est contraire à l'état de droit? Alors elle est surtout, frappante parce que ce qui est prévu pour l'instant, c'est de mettre un certain nombre de personnes qui seraient impliquées dans des affaires de stupéfiants et qui seraient présentées comme des chefs de clan dans des structures qui seraient appelées des prisons, hautement sécurisées. Ce qui pose problème pour répondre à votre question, c'est qu'il est prévu un régime qui se durcit en mettant toutes ces personnes-là qui seraient concernées à l'isolement et ce qui reviendrait à faire ce qui a été, battu et gagné sous l'égide de Robert Badinter. Je le rappelle quand même, il a été certes avocat, mais il a surtout été un grand ministre de la justice et qui a été notamment de supprimer ce qu'on appelait les quartiers de haute sécurité. Et donc en fait, là, on a l'impression qu'il y a une régression du droit puisqu'on avait connaissance de ce qu'on appelait ces quartiers enfin ces QHS de l'époque et on a l'impression qu'il y a une résurgence. Alors évidemment, il y a le recul de ce qui avait été fait et qui a été négatif et puis il y a la question qui se pose aujourd'hui. Alors oui, ces établissements, ils posent des difficultés. On entend parce que l'avocate que je suis et de manière générale les avocats, des avocats pénalistes, nous sommes aussi des citoyens. On entend tout ce que disent les gens en disant: «Mais pourquoi ces gens, il faudrait, leur permettre d'avoir, des droits, comme tous les détenus, pourquoi on ne pourrait pas les mettre dans ces prisons, hautement sécurisées?» Bah, d'abord, ce qui pose problème, c'est qu'il y a un grand principe en droit français, c'est que tant qu'on n'est pas jugé, on est présumé innocent. Ce n'est pas une gageure de rappeler ça, mais c'est comme la réalité. Or, dans ce qui est proposé actuellement, ça serait de mettre les détenus, ceux qui sont condamnés définitivement, mais également ceux qui ne sont pas encore jugés, eh bien, de les traiter de la même manière. Or, même si ce sont des trafiquants d'ampleur, on peut imaginer des situations où il peut y avoir des personnes qui ne soient pas poursuivies et donc ils auraient subi un traitement qui en fait n'aurait pas été justifié. Ça, c'est la première difficulté. La deuxième difficulté, c'est évidemment un terme de proportionnalité et nous n'oublions pas que la France fait partie de l'Europe et qu'il y a aussi des contraintes européennes, puisqu'on a décidé d'y adhérer, qui fait que les régimes doivent être respectueux aussi des droits individuels, même si ce sont des gens qui sont incarcérés. Et les associations qui s'occupent des détenus, il y a évidemment, on ne comprendrait pas, en tous les cas, c'est quand même assez choquant. Vous avez des tueurs en série, par exemple, actuellement, qui ne sont pas dans des quartiers hautement sécurisés ou alors ne sont pas à l'isolement. Donc, vous voyez bien qu'il y a une inadéquation du système entre des gens qui ont commis des faits criminels et des gens qui peuvent être trafiquants de stupéfiants, qui sont à la fois pas encore jugés ou qui sont jugés, mais qui n'ont pas été condamnés dans certains dossiers aux assises. Donc, il y a déjà cette difficulté-là. Et puis, en plus, il y a des répercussions, il faut pas, et il y a déjà eu des condamnations prononcées au niveau européen, en ce qu'on considère que le traitement subi en détention eh bien, pourrait s'assimiler à une torture. Or, l'isolement, il y a plusieurs études qui ont déjà eu lieu et on a vu des médecins venir témoigner dans des procès en disant que l'isolement peut se caractériser comme une torture blanche, puisqu'il y a, sans vouloir forcément rentrer dans le détail, on sait les conséquences que ça peut avoir d'être privé, non seulement évidemment de la liberté, c'est le propre même de la prison, mais aussi de subir une incarcération avec des conditions draconiennes. Donc, vous l'avez dit, il y a vraiment, des points qui, dérangent, qui sont en fait contre, l'état de droit et en fait contre les principes, démocratiques finalement. Donc comment ça se fait Exactement. qu'une telle proposition de loi, soit passée à l'unanimité, pardon, au Sénat? Alors d'abord, elle est passée comme vous l'avez parfaitement rappelé, elle n'est pas encore votée, ça va être tout le Mmh. débat de la semaine
Et puis après, même si elle est votée, il peut y avoir encore un recours devant le Conseil constitutionnel. Parce que Mmh. le Conseil constitutionnel doit être le garant qu'une loi qui est votée, et il y a déjà eu plusieurs exemples qui ont été retoqués au niveau du Conseil constitutionnel, qu'une loi, même si elle a été votée, et même si elle n'a pas été votée à l'unanimité, mais si elle a été votée à la majorité, peut faire l'objet d'une contestation dès lors que 60 députés, enfin 60 parlementaires, pardon, vont saisir le Conseil constitutionnel. Donc, vous voyez, je rappelle cela parce que Oui. c'est pas parce qu'on a unanimité aujourd'hui qu'à la finale, d'abord, ça va être voté. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, le pourquoi. Bah, il y a aussi, à mon avis, un sentiment national qui fait que, comme ça fait quand même des années et des années qu'il y a du trafic de stupéfiants, et que là, subitement, c'est devenu une priorité absolue. Et donc, il y a aussi un effet, il ne faut pas l'oublier, un effet politique, c'est de dire, et on a peut-être aussi ce sentiment actuellement, de se dire, ils sont prêts à ce que le gouvernement, en tous les cas certains ministres, ils sont envie de tout faire pour que les lois passent immédiatement, pour montrer qu'ils ont réussi à faire passer une loi. Mais ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à faire passer une loi au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est d'ailleurs ça un état Du de Sénat? droit, Oui. c'est qu'il y a des garants des libertés et qui sont là, non pas, il ne faut pas oublier que les gens ne se méprisent pas sur mon propos. Il ne s'agit pas de dire qu'il ne faut pas lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est pas du tout ça. Oui. C'est de dire que dans un État démocratique et par définition un État de droit, il faut respecter la procédure et il faut respecter l'équilibre entre l'exercice des droits de la défense, l'exercice du droit et évidemment une sanction. Mais aucun avocat ne viendra vous dire, vous pouvez interroger que ce soit enfin, dans tous les quatre coins de la France comme on dit, personne ne vous viendra vous dire il ne faut pas lutter. Simplement la crainte actuellement c'est de trouver cet équilibre et on peut avoir ce sentiment que des ministres veulent se dire voilà, nous avons réussi à faire passer une loi, mais ce n'est pas parce qu'ils ont réussi à faire passer une loi et parfois une loi en force que le Conseil constitutionnel leur dira vous avez raison. Le Conseil constitutionnel en principe est indépendant et doit surtout s'assurer que l'état de droit, donc c'est-à-dire le fondement de la Constitution notamment, eh Mmh. bien, soit respecté. Alors vous avez, parlé des dossiers coffres, hein, qui contiendraient, des informations inaccessibles aux avocats des suspects. Il y a tout de même le Conseil d'État qui, lui, considère, que ce dispositif ne se heurte à aucun obstacle constitutionnel ou conventionnel. Vous dites, bah, c'est faux, finalement? Bah, écoutez, c'est un exemple très simple. Mmh. Nous oublions que nous parlons du trafic de stupéfiants. Nous oublions et voilà un exemple très simple. Vous êtes, arrêté à bord de votre véhicule parce que, un policier dit: «Je vous ai vu griller un feu rouge». Bon, Mmh. il y a quand même des procédures à respecter. C'est-à-dire que peut-être vous l'avez fait, peut-être que vous l'avez pas fait, peut-être que le policier dit ça. Mais admettons par exemple que vous disiez, par l'intermédiaire de votre avocat: «Je sais que l'endroit où vous m'avez vu passer, il y a une caméra de vidéosurveillance et je voudrais vérifier la qualité de cette vidéosurveillance. Si par exemple, il y a plein d'enquêtes qui se font où les avocats ne peuvent plus soit contester une procédure parce qu'on peut vous dire oui, les policiers peuvent dire oui, il y a une caméra, mais s'il n'y a plus moyen de contrôler la régularité de la procédure, ça veut donc dire qu'on va faire des procès sans aucun contradictoire et sans aucune garantie aussi pour le citoyen. Et c'est pas uniquement de parler du trafic de stupéfiants, c'est de dire que dans ces procédures, on va dire, eh bien voilà, on va utiliser un tas de techniques. On ne vérifiera même pas si la personne qui a placé, par exemple, une balise avait le moyen de le faire, avait la qualité pour le faire. Ça veut donc dire que c'est la pente ouverte à l'absence de vérification totale. N'oublions pas une chose qui est quand même un faux débat actuellement et qu'on est véhicule malheureusement, c'est qu'on pense que les avocats, ou en tous les cas peut-être que certains, ont fait sortir des gens sans aucun respect de la procédure. Mais actuellement, et c'est un état de droit justement, il y a des requêtes en nullité qui sont faites, pour vous donner un exemple, ce sont des magistrats qui décident, au regard de ce qui a été développé comme argument, de dire oui, effectivement, la procédure n'a pas été respectée, il y a lieu d'annuler, ou oui, l'avocat se trompe, la procédure a parfaitement été respectée. Donc je vous raconte ça parce qu'il y a des contrôles qui ont lieu. C'est pour Mmh. éviter l'arbitraire. Or là, dans ce qu'on est en train de nous dire, on est en train de nous dire, bah voilà, on va pouvoir placer des gens sous écoute, on va placer des gens sous surveillance, on va pouvoir placer des gens, on va utiliser un tas de techniques d'enquête, mais dorénavant, on ne pourra plus exercer un contrôle de la régularité de la procédure. Donc la question, c'est est-ce que c'est normal de faire ça? Et surtout, l'inquiétude qui nous occupe, c'est de savoir si après on ne va pas étendre ce type de procédure à tout à chacun, dans toutes les procédures qui pourraient avoir lieu. Or, on se rend compte que quand on est avocat, et même des magistrats nous le disent, que quand il y a des citoyens qui ont à moindre mesure des contentieux, euh, ils sont les premiers à dire il faut s'assurer que la procédure a bien été régulière.
Or, si la procédure est mise, ce qu'on appelle dans un coffre virtuel, ça veut donc dire qu'on ne pourra plus exercer ce contrôle-là. Et donc, c'est quand même le risque d'avoir des gens, je ne dis pas que je ne vais pas systématiser, mais on peut avoir des procédures qui sont faites n'importe comment en disant le but à atteindre, eh bien, peu importe peu importe les moyens, ce qui compte pour nous, c'est le but à atteindre. Alors, on lit, dans plusieurs médias, différents de la part, justement des avocats, des défenseurs, des libertés publiques, mais aussi de certains députés, qu'en fait, il ne s'agit que d'effets d'annonce. Qu'en pensez-vous? Bah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. D'abord, il va falloir voir ce qui va se passer toute cette semaine et puis après, en fonction de ce qui va être voté, voir aussi. Il est quand même, quand on entend ce que vous avez rappelé à l'instant, on peut se légitimement penser qu'il y aura une saisine du Conseil constitutionnel. Donc le Conseil constitutionnel, effectivement, statuera plus tard. Ce qui veut donc dire, c'est qu'un effet d'annonce avec aussi toujours des joutes oratoires en disant: «Voyez, on a voulu bien faire et puis en fait, une fois de plus, on nous a mis des bâtons dans les roues». Mais ce qui est important de rappeler, c'est évidemment qu'il y ait des lois qui soient faites pour améliorer et surtout atteindre un objectif, par exemple, de diminuer le trafic de stupéfiants. On l'entend, mais voyez la coïncidence. L'ancien président des Philippines vient d'être arrêté aux Philippines par un mandat d'arrêt délivré par la Cour pénale internationale parce qu'il y a quelques années de ça, il avait Mmh. décidé pour éradiquer le trafic de stupéfiants, c'est exactement le sujet qui nous intéresse, eh bien non seulement d'arrêter les gens sans aucune forme, et surtout, il a procédé à des multitudes exécutions. Donc c'est exactement le risque qui nous intéresse aujourd'hui et qui nous préoccupe évidemment, c'est de dire, il y a des effets d'annonce pour dire: «Voilà, on a réussi à faire ça», mais en fait, c'est en méconnaissant ce qu'est l'état de droit. Il faut qu'une démocratie, elle fonctionne bien quand il y a un équilibre qui est, réalisé entre des objectifs à atteindre, mais évidemment en, préservant les libertés, que ce soit des libertés d'expression, liberté de défense et cetera. Et donc en refusant cette proposition de loi, c'est faire respecter les droits de la défense? Alors évidemment, il faut toujours être nuancé dans une proposition de loi. Il y a quand même un avocat, enfin un citoyen va pas vous dire qu'il ne faut pas lutter contre le trafic de stupéfiants, c'est pas ça. La question, c'est est-ce que le problème que l'on a, c'est toujours le côté arsenal répressif? On n'entend que des hommes politiques et ça c'est très clair pour un effet d'annonce et de dire: «La prison, la prison, la prison». Or, en France actuellement, on a atteint pour la première fois de toute de, enfin, de très nombreuses années, on n'a jamais vu autant de détenus en France. On voit des pays européens qui sont nos voisins qui, eux, ferment des prisons. Nous, ce n'est pas le cas. Et donc, on s'intéresse aussi de se dire pourquoi on nous dit à chaque fois qu'il n'y aurait que la prison comme moyen de mettre fin à une infraction qui, de toutes les manières, évidemment, pourrit, on peut le comprendre, la vie de quartier. Or, là, c'est tout le répressif. Or, on sait, et c'est malheureusement, et je vous remercie de me donner la parole, on sait que quand on entend que ce soit des professionnels du droit, que ce soit des avocats, que ce soit aussi des magistrats, mais que ce soit aussi, par exemple, des services pénitentiaires d'insertion et de probation, des éducateurs, des associations, les gens qui sont sur le terrain au quotidien vous disent il y a d'autres alternatives, mais on a l'impression maintenant que c'est un gros mot quand on dit ça, qu'il y a d'autres alternatives. Alors, il y a des réformes qui sont nécessaires, mais il n'y a pas uniquement la prison. La prison, il y a la démonstration qui est faite depuis des années et des années que certes, elle est évidemment nécessaire pour certains crimes, mais il ne faut pas penser qu'elle résout tous les problèmes. Et or, malheureusement, cette loi, elle n'est axée que sur le côté répressif et pas sur autre chose. Est-ce que, plutôt que de rajouter des accumulations, de lois, Oui, est-ce vous avez totalement raison. il ne faudrait pas justement mettre plus de moyens finalement dans la justice? Est-ce que Mais c'est bien pas ça sûr, le nerf de la guerre? mais c'est exactement ça, vous avez exactement résumé toute la problématique et c'est pour ça qu'on est encore sur une discussion politique, c'est-à-dire que sous prétexte d'annonce en nous disant: «Bah, voilà, nous on va prendre des lois», eh bien très bien, mais on n'a pas les moyens. On l'a vu sous d'autres gouvernements, à chaque fois qu'il y a eu un fait divers, on nous a dit: «C'est parce qu'il n'y avait pas la loi». C'est pas vrai. Encore une fois, quand on est sur le terrain, les lois, elles existent, c'est un problème de moyens. Là, on entend dire: «On va mettre une prison de haute sécurité». La haute sécurité, ça veut dire qu'il va bien falloir les prisons qui ont été retenues, il y en a 2. Ça veut dire qu'il va falloir les vider des détenus actuels pour mettre des détenus qui seraient à l'isolement. Et alors, tous les détenus actuellement qui sont dans ces prisons, on va les mettre où? Vous avez une surpopulation carcérale. Vous avez des prisons en France où il y a une condition d'indigne. Et moi, j'entends des gens qui disent: ah bah oui, mais enfin, ils n'avaient qu'à pas faire ça, ils n'auraient pas été en prison. Mais
On est d'accord, tout le monde va dire effectivement que si on commet pas des mais vous avez des gens qui sont arrêtés, on oublie de le dire, qui finissent par être incarcérés et qui surtout finissent par avoir un non-lieu, finissent par être relaxés, finissent par être acquittés. Et donc on se rend compte que ce sont encore des effets d'annonce et c'est un manque de moyens. De toutes les manières, c'est les moyens. Tant qu'on ne mettra pas le nombre de magistrats qui sont nécessaires, tant qu'on ne mettra pas le nombre de greffiers qui sont nécessaires. Je vous donne un exemple très simple. En région parisienne notamment, vous voulez avoir une décision de justice, vous voulez avoir un jugement entre les mains, c'est-à-dire l'audience a eu lieu. Pour avoir ne serait-ce que le jugement entre les mains, il faut à peu près 6 mois pour l'avoir. Pourquoi ça met autant de temps? Parce qu'on manque de moyens. Mmh. Donc on peut faire toutes les lois qu'on veut, on peut dire, on peut multiplier tout ce que l'on veut, eh bien, on voit bien que c'est pas ça qui convient. Ce qui convient, c'est des moyens. L'administration pénitentiaire, vous avez des surveillants quand vous parlez avec eux, même s'ils ont envie de bien faire leur métier, ce qu'ils font au quotidien, ils sont par exemple un surveillant pour surveiller 100 personnes. Comment voulez-vous que les choses puissent s'améliorer tant qu'on ne mettra pas les moyens? Donc, c'est toujours le même problème. On pourra faire la loi, elle sera peut-être d'ailleurs votée, et puis après, elle sera retoquée. Et puis après, vous avez des lois qui sont passées. Moi, j'ai un sujet qui m'intéresse particulièrement, vous le savez, c'est le repenti. On sait très bien qu'il y a une loi qui a existé. On a mis 10 ans pour avoir un décret d'application, et c'est un décret qui ne fonctionne pas. Donc, vous voyez, c'est nécessaire d'en discuter pour que les gens puissent se faire leur propre opinion, mais qu'ils ne soient pas, qu'ils fassent attention au miroir aux alouettes, comme on le dit assez familièrement, parce que ce n'est pas des lois qui va résoudre le problème à chacun. Et d'ailleurs, quand on parle aux gens qui ne soient pas dans le milieu du judiciaire, ils vous disent on sature de toutes ces lois, tout est devenu très complexe et dans tous les domaines, et en particulier celui du monde judiciaire, on se rend compte que ce qui manque, ce sont des moyens, parce que notamment quand vous avez un jeune, on parle du narcotrafiquant, mais le narcotrafiquant, ça peut concerner un gamin de 18 ans qui a envie de changer. Je le dis et je le redis, vous avez des jeunes, ils ne sont pas nés en se disant moi, mon rêve, c'est d'être guetteur dans un trafic de stupéfiants. Donc, il y a des jeunes qui disent nous, on a envie de sortir de ce système-là. Et là, ce qu'on nous propose, c'est de dire eh ben voilà, on va les emprisonner et si possible, les mettre dans des quartiers sécurisés. Et en tous les cas, on ne prévoit jamais, dans tout ce qu'on a entendu, des dispositifs d'accompagnement. Or, vous ne pouvez pas traiter et juger de la même manière un gamin qui a 18 ans qu'un gamin un homme de 45 ans qui a fait ce choix. Maître Serre, excusez-moi, je vous interromps une seconde. Vous parlez beaucoup de, quand on est sur le terrain, des gens qui travaillent dans le milieu et cetera. Est-ce que ce que vous voulez dire, c'est qu'en fait, les personnes qui sont à l'origine de ces propositions de loi, en fait, ne connaissent pas le terrain et ne sont pas si bien placées? Bah, écoutez, en tous les cas, c'est la question qu'on se pose, hein. Moi, je me suis beaucoup intéressée dans cette loi sur ce qu'on a appelé le repenti. J'ai écrit un livre sur le repenti, j'ai défendu un repenti, j'ai vu l'échec total que ça a été, donc je me suis beaucoup intéressée à la proposition. Je suis assez quand même étonnée de voir qu'il y a une forme de déconnexion entre la réalité du terrain, de ce que c'est qu'un repenti. Voilà, dans la loi qui est prévue, on a décidé de supprimer le mot repenti et l'appellation maintenant, ça sera collaborateur de justice. Est-ce que vous pensez réellement que sur le terrain, des gens à qui on va dire, voilà, vous allez avoir par exemple une diminution de peine si vous décidez d'être un collabo. Est-ce que vous pensez que c'est vendeur? Je dois Bah, répondre? pour moi, en tous les cas, je me fais moi ma propre réponse. Ma réponse est très simple. C'est pas du tout incitatif. Rien que ça. Donc on se dit, mais comment on peut avoir eu un tel système, enfin tellement une telle idée. On s'inspire beaucoup, on dit beaucoup, l'Italie fait des choses. Bah oui, mais chaque pays, il faut s'inspirer. C'est toujours bien d'avoir des influences, mais il faut aussi connaître son propre état de droit et ses propres mentalités. Il faut aussi adapter en fonction. Mais Donc ce qui est justement, quelles valable sont dans les un pays. solutions pour, trouver, justement des solutions pérennes, dans la lutte contre le narcotrafic selon vous? Bah, ce qui est sûr et certain, ce qui marche de manière assez efficace, c'est tout ce qui est saisie. Tout ce qui est saisie des avoirs, tout ce qui est saisi, que ce soit les objets de luxe, les voitures, les objets qui ont été découverts lors des perquisitions, ou alors à plus grande échelle, les saisies sur des biens immobiliers. Ça, c'est quelque chose, on sait que ça fonctionne très bien. Donc, la loi, si vous voulez, et la justice, il y a quand même aussi, on dit souvent que juger, c'est comprendre. C'est évidemment de prononcer une peine. Il ne s'agit pas de faire preuve d'angélisme en disant on va pas les sanctionner. Il faut les sanctionner, mais il faut penser à l'avenir. C'est ce que je disais tout à l'heure. Vous sanctionnez quelqu'un, par exemple, hein, avec une peine de 5 ans d'emprisonnement. Bon, au bout de 5 ans, il sort, ou avant, peu importe, mais il va sortir un jour. Qu'est-ce qu'on fait de cette personne quand elle sort de là? Donc, si on ne prévoit pas un volet aussi de réinsertion, on risque de retomber dans une récidive.
Donc il y a aussi, ce qui se fait déjà en pratique, c'est que, par exemple, il y a des gens qui sont condamnés et ils ont une peine d'emprisonnement, mais en plus, ils ont une interdiction de département ou une interdiction de ville. Bon, bah, ça, par exemple, ça peut être une bonne solution si en plus elle est suivie d'un accompagnement, en disant: «Vous n'avez plus le droit de venir dans telle ville», par exemple, mais il va falloir partir ailleurs et de voir comment on peut, si possible, justement, est ce que les gens redémarrent ailleurs. Le repenti, pour l'exemple que je connais à mon avis le mieux, c'est-à-dire le repenti, c'est de dire aux gens qu'ils vont participer à la justice, il faut leur donner des garanties certaines que s'ils parlent et que si ça permet des avancements notoires dans une procédure, eh bien, ils soient accompagnés jusqu'au bout. Bah, là, dans ce qui est prévu, dans le premier texte du Sénat qui a pourtant été voté à l'unanimité, juste cet exemple-là sur ce qui concerne le repenti, à aucun moment était prévue la présence d'un avocat. Là, au niveau de la commission des lois, a été prévue la présence d'un avocat. Donc il y a des ajustements à faire, mais c'est vrai que quand on lit ça, on se dit que, bah, la procédure qu'offre, où on dit on va mettre des procédures à l'intérieur, on a l'impression que c'est une guerre contre les avocats et c'est pas le problème, c'est pas d'être une guerre contre les avocats, c'est un équilibre à avoir entre le respect d'une procédure et le but à atteindre. Donc c'est vrai qu'on a l'impression que ceux qui ont pu préparer ces lois, en tous les cas, manifestement, certains sont déconnectés de la réalité du terrain. Alors là, vous parlez aussi, beaucoup, de l'accompagnement, donc de l'après, mais comment est-ce qu'on peut faire de la prévention? Donc justement, pour, prendre le problème, à sa racine ou même avant qu'il ne commence? Voilà, c'est un très, très, très vaste sujet, qui, à mon avis, mériterait autour d'une table ronde que soient, présents à la fois, des policiers, puisqu'il y a des policiers de terrain, Mmh. à la fois, des gens de quartier, des éducateurs de quartier, à la fois des représentants des élus du peuple. C'est une vraie discussion pour que chacun donne son point de vue. Mais encore une fois, on parle beaucoup des quartiers nord de Marseille. Bon, bah, les quartiers nord de Marseille, les gens qui sont pris dans des affaires de stupéfiants, la plupart sont incarcérés où? Bah, ils sont incarcérés au Baumettes à Marseille. Donc Mmh. ça veut dire qu'en fait, les gens se retrouvent entre eux. Donc si vous voulez, même si vous avez envie de parler dans un dossier, vous savez que votre codétenu à gauche, le codétenu à droite, au-dessus et en dessous, il vient du même quartier que vous. Bah, si on sait que vous avez parlé, que vous avez pu mettre en cause votre voisin, bah, les gens qui sont en prison déjà peuvent avoir des ennuis, mais ils ont leurs familles qui sont à l'extérieur. C'est ça que je dis aussi l'accompagnement. On parle de manière, dans cette loi-là, on parle que des individus en tant que tels, mais même ceux qui veulent parler, qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui sont à l'extérieur, leur famille? Rien n'est prévu. Vous avez aussi des gens, il faut qu'ils ont fait des faits, ils reconnaissent ou ils reconnaissent pas, mais la justice a reconnu qu'ils étaient coupables. Comme je le disais tout à l'heure, ils sont Mmh. condamnés. Maintenant, l'accompagnement, c'est l'extérieur. Donc que faire? Bah, c'est par exemple, permettre des facilités pour être relogé ailleurs, ce qui est pas le cas de tout le monde. Il y a aussi ce qui est prévu, de les discussions qui doivent avoir lieu, mais c'est pas à mon niveau, mais c'est des discussions qui doivent avoir lieu. C'est est-ce que, par exemple, des familles, on en a déjà vu des exemples d'élus qui ont décidé de faire ça, de dire des familles dont les enfants ont pu commettre des délits, ils doivent être sortis des logements sociaux. Voilà, il y a plein de problématiques, mais la meilleure des solutions, ça serait de régler l'urbanisme. Quand vous avez des cités qui ont été construites dans les années 70 et qui ont permis un espèce de huis clos et un espèce de cité de non-droit, bah, la première chose, ça serait de démolir ces cités. Il y a déjà des exemples qui ont été faits, mais vous voyez bien ce que ça représente. Le coût financier, le relogement des personnes, mais on voit que quand on étudie un peu ce qui se passe en trafic de stupéfiants, eh bien, il y a des zones de non-droit actuellement. Donc, pour pallier à ça, c'est des grands travaux qui doivent être faits. Et c'est pas malheureusement une loi qui va changer ça. C'est aussi une volonté politique générale. Et c'est aussi une politique de moyens. Bon, bah, le jour où les tables rondes seront faites, on demandera à tous les intervenants de dire concrètement quels sont les moyens dont vous avez besoin et qu'on pourra chiffrer ça. C'est vrai qu'à l'heure, de la situation économique de la France, bah, c'est sûr que c'est plus facile de dire: «On va changer des textes» que plutôt on va se dire: «On a les moyens financiers de notre politique». Vous parlez de politique. Est-ce que, vous pensez qu'il y a une certaine instrumentalisation derrière cette proposition de loi? C'est aussi un terme qu'on entend régulièrement. Bah, ça, je pense qu'il y en a pour qui ça fait très plaisir ces lois. Il y a d'autres, on dit: «Voilà, ils sont trop laxistes». Maintenant, c'est ça le problème en France, c'est que quand on émet des opinions, on est tout de suite taxé d'une opinion, ou laxiste ou au contraire d'être répressif. Après, moi, je vous dis, moi, je suis avocate, je suis une avocate de terrain. J'ai malheureusement, ou heureusement, si j'ose dire, 30 ans d'expérience derrière moi et j'ai vu un nombre d'annonces de gouvernement, un nombre de lois et c'est pas ça qui change, fondamentalement la face.
Il y a des lois, elles existent. Il faut encore une fois trouver des équilibres, mais il faut mettre des moyens. Mais aujourd'hui, de dire qu'il faut mettre des moyens, parce qu'on entend un ministre nous dire on va faire des quartiers de haute sécurité. Bah, Mmh. combien ça va coûter? On va déloger des détenus, il faut les mettre ailleurs. On va les mettre où? Là où il y a déjà 3 détenus dans une cellule? Parce que vous savez, on parle de ces gens, les détenus. Mais quand les gens sont concernés à titre personnel en disant: «Mais moi, quand les gens à titre personnel, c'est tout de suite, ils ont un autre regard sur la loi en disant, bah, voilà, j'ai un fils, j'ai un cousin, j'ai un beau-frère, enfin, j'ai quelqu'un de ma famille qui est incarcéré, il peut pas se doucher». Il y a même des gens répressifs qui vous disent: «Il faut qu'il soit incarcéré, mais au moins dans des conditions dignes». Bon, quand vous avez des gens qui dorment sur un matelas par terre et qui ont des cafards qui rentrent dans les oreilles, est-ce que vous pouvez penser que les choses vont s'améliorer? Bah, la réponse est non. Or, il y a plein de gens, il y a 80 000 détenus actuellement, on a plus de 80 000 détenus en France. On sait qu'il y a une grosse partie de ces détenus qui un jour vont sortir de prison. Bah, Donc la justement, un prison, durcissement, aussi qui a été, signalé par, l'Observatoire international des prisons. oui, 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 exactement. Donc on a de plus en plus de détenus et encore une fois, ils vont sortir. Si vous voulez, c'est la loi, c'est-à-dire que les gens sont condamnés, mais une fois qu'ils ont fait leur peine et qu'ils sont en règle, ils vont sortir de prison. Et comment on sort de prison quand déjà on a des conditions indignes de détention? Donc si vous voulez, c'est encore une fois, et je suis désolée de me répéter, c'est aussi une question économique et un gouvernement qui viendrait dire aujourd'hui, voilà, on va mettre, et c'est un peu malheureusement comme l'hôpital, ou comme l'éducation nationale, un gouvernement a dit, à qui on dit il faut augmenter les professeurs, il faut augmenter les infirmières, il faut augmenter les conseillers d'insertion et de probation. C'est actuellement la vraie réalité du terrain, c'est celle-ci. Mais le citoyen, ce qu'il entend quand on lui répète à longueur de journée, on va faire une loi, bah, il pense que c'est parce qu'on va changer la loi que les choses vont changer. Or, la réalité démontre que ce n'est pas le cas. Et la réalité, c'est trouver, donc un équilibre entre la lutte contre le narcotrafic Bien et sûr, les droits de la défense. C'est ce que vous c'est en savez, on n'en parle pas du tout, mais il y a aussi une autre discussion qui se parle pour la lutte du narcotrafiquant, c'est qu'il y a aussi une dimension européenne et une dimension internationale, parce que les produits stupéfiants, ils sont pas, je ne vais pas schématiser, mais je suis obligée de le faire, ils ne sont pas fabriqués en France. La cocaïne, elle vient pas de France, elle vient mmh. de l'international, on le sait tous. Le cannabis, je ne vous parle pas du plant de cannabis, bien sûr qu'il existe, mais le cannabis, on sait de quel pays il vient. Bon, il faut que c'est aussi, si vous voulez, ça nous dépasse aussi. Donc, c'est une lutte qui doit se faire aussi avec des coopérations internationales. Et ça, il faut que ça soit renforcé. C'est aussi ça la vérité. C'est-à-dire que quand vous avez des cargos qui viennent de pays étrangers et qui arrivent sur les ports français, c'est pas uniquement un problème français. Et donc, vous avez aussi cette difficulté-là. Vous avez aussi des gouvernements qui n'ont pas forcément les mêmes législations que nous. Mmh. Donc, il y a aussi cette difficulté qui se pose au niveau de la donc il faut lutter. Il ne s'agit pas de dire qu'il faut évidemment pas lutter. Il faut lutter. Il y a aussi, vous me posez la question, bah, comment lutter, par exemple, par rapport aux jeunes dans les lycées? L'avertissement sur ce que sont les conséquences de la drogue, c'est aussi par là que ça commence. C'est aussi de là. Le décrochage scolaire, c'est pas faire preuve d'angélisme, mais on sait que le décrochage scolaire peut avoir 2 types de comportements, peut entraîner soit, d'être, usager de produits stupéfiants ou d'avoir été provoqué par ce décrochage scolaire, pardon, Mmh. ou alors d'autres comportements, c'est de ne pas avoir d'accompagnement scolaire et d'avoir aussi une tentation de partir dans le trafic de stupéfiants. Il y a aussi autre chose, parce qu'il ne faut pas non plus dire aux gens, il ne faut pas les déresponsabiliser. Les parents ont une obligation par rapport à leurs enfants. On ne peut pas dire que c'est l'éducation nationale qui va pallier. Donc, vous voyez, il y a plein d'abrégations les uns les autres. Un autre phénomène qui est très important, les réseaux sociaux. Quand vous avez sur les réseaux sociaux des jeunes qui peuvent être influencés en disant qu'on parle d'armes, qu'on parle de trafic de stupéfiants, d'argent facile, bah, malheureusement, ça peut aussi influencer des comportements. Donc il y a aussi, au-delà de la disposition de la loi, je pense aussi que c'est, et les journalistes y contribuent grandement, c'est d'avoir l'esprit critique et d'avoir le contradictoire pour dire, voilà, mais quand vous avez des jeunes qui regardent que certains types de médias où on glorifie de l'argent gagné facilement, bah, c'est aussi un problème. Faut pas se voiler la face. Donc, vous voyez que ce que je suis en train de vous dire, vous allez me dire, mais on est très loin de nos sujets. Bah, pas du tout, parce qu'on voit Il y a une on voit convergence. des affaires. Voilà, il y a une vraie influence. Donc, c'est pas parce qu'ils vont aller pondre une loi, enfin ils vont mettre des gens à l'isolement que ça va arrêter le trafic de stupéfiants. C'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu participer à des trafics de stupéfiants au sein de la prison, mais c'est pas du tout la majorité. Mais ça, c'est ce qu'on essaye de dire au public. En revanche, il faudra peut-être aussi expliquer, voilà, comment on peut pas interdire, et c'est pas du tout mon propos, notamment dans un pays comme le nôtre, le droit de la liberté d'expression.
mais de dire aussi les publics, la critique, c'est de pouvoir dire à l'école ce que c'est de critiquer. C'est aussi un droit, c'est de dire voilà, il faut pas prendre pour argent comptant tout ce qu'on vous dit, de faire venir des témoins. Voilà, il y a plein de choses qui sont à faire à plein d'échelles et qui, à mon sens, seraient quand même plus efficaces que encore une loi qui, d'ailleurs, peut-être passer, mais même si Mmh. elle passe, quels moyens on va avoir? Quels moyens on va avoir? On manque de magistrats en France, on manque de greffiers, on manque de surveillants pénitentiaires et on est en train de vous dire qu'on va construire des super prisons. Et puis les super prisons, ça bénéficie à qui? Qui va construire ça? C'est des opérateurs privés. Ceux qui, voilà, il y a aussi toute cette économie, voilà, est-ce que, il y a, que le répressif ou est-ce qu'il y a aussi une part de l'éducatif qui serait pas aussi à mettre en avant? Donc c'est Mmh. c'est c'est vraiment, int ça interroge, pardon, le mais voilà, quand vous avez, des et c'est bien que vous donniez la parole à d'autres gens et d'autres manières de penser, parce que c'est vrai que quand on n'entend que les politiques, on a l'impression qu'ils arrivent et qu'ils ont trouvé la solution miracle. Bon, la solution miracle, les gens, je vous dis, avant qu'ils arrivent, on a eu les QHS en France et les QHS en France, qu'on appelle les quartiers de haute sécurité, on peut pas dire que ça a été démontré dans leur efficacité. Robert Badinter les a supprimés et jusqu'à preuve du contraire, personne ne s'en plaignait. Et là maintenant, pour ça que c'est vraiment régressif, on vous dit: «On va retourner sur ce type de régime-là». Et en plus, n'oublions pas une chose, c'est que quand vous avez des gens qui sont incarcérés, il y a ceux qui ne sont pas encore jugés, même ceux qui sont jugés, mais ceux qui sont jugés, ils peuvent avoir aussi des familles. Et donc on est en train de dire qu'on va aussi limiter l'accès à leur famille. Limiter l'accès à leur famille parce que pour pas qu'il y ait des risques qui mais il y a des gens qui sont en détention dans des très grosses affaires, je vous jure, ils ne sont pas du tout en contact avec, à continuer leurs affaires à l'extérieur. Ils sont, soucieux de pouvoir au moins maintenir les liens familiaux et les liens maintenir les liens familiaux, c'est aussi prévu par la Cour européenne des droits de l'homme et par la Convention européenne des droits de l'homme. Donc il va falloir aussi concilier les impératifs. C'est pour ça que je vous dis qu'au niveau européen, au niveau international, il y a Mmh. aussi d'autres enjeux dont on ne parle pas suffisamment à mon sens. Écoutez, merci beaucoup. Maître Clarisse Serre, vous êtes avocate, pénaliste. Merci de nous avoir, éclaircis sur cette proposition de loi, qui va être discutée à l'Assemblée nationale tout au long de la semaine, une proposition de loi contre le narcotrafic qui a été votée à l'unanimité au Sénat début février et qui reçoit quelques critiques de la part des avocats pénalistes, de certains députés et des associations de défense de liberté publique. On va suivre sur BFM2 toute la semaine l'évolution de ces débats à l'Assemblée nationale et on se retrouve très bientôt pour un nouveau direct sur BFM2.